Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Nyon Région Télévision. J'espère que vous avez passé de très belles vacances et que vous êtes en pleine forme pour la reprise. Toute la rédaction, on est très heureux de vous retrouver ici. Alexandre, comment ça va ce lundi matin? Tu m'avais manqué, il faut dire. Salut Andrea, tu m'avais manqué aussi. Bah écoute, je suis prêt pour la rentrée. Comme tu vois, je suis devant une école, l'école primaire de Prangin. Alors moi, je suis prêt. J'ai surtout mon fameux cartable, prêt pour cette rentrée, Andrea. Ouais, vous l'aurez compris, donc on va parler rentrée scolaire pour cette reprise en actu. On s'intéresse notamment aux enjeux de cette rentrée pédagogique, notamment l'école à vision inclusive. En sport, c'est un coup dur, notamment pour les hockeyeurs privés de glace à Morges. Ils nous expliqueront pourquoi en plateau. Enfin, en culture, on revient sur la 38e édition du Phare. Le Festival des Arts Vivants a clôturé son édition après 11 jours de festivités. Avec nous pour en parler aujourd'hui, plusieurs invités sont sur le plateau et vont nous rejoindre. Tout d'abord, Chloé Besse, présidente du Phare. Bonjour Chloé, bienvenue. Avec nous également Daniel Blas, président du HC Nyon, et Jonathan Lucier, directeur sportif du Star Forward. Coucou. Comment ça va? Bon, ils sont timides comme ça, au loin. Et puis pour terminer, Yves Froidevaux, secrétaire général de la SPV, la Société Pédagogique Vaudoise. Yves Froidevaux, venez nous rejoindre sur ce plateau. On va commencer avec vous puisqu'on va parler rentrée scolaire. Alors je sais que vous êtes aussi papa. Comment ça s'est passé pour vous cette rentrée? Alors, ils sont assez grands, donc j'imagine que ça s'est bien passé. Je ne les ai pas revus encore. Ouais, généralement, voilà. Les parents sont plutôt contents à la reprise. On se dit, ben, ça y est, maintenant, c'est les vacances. Exactement. Ouais. Voilà. On va parler bonne nouvelle. On va parler de ces enjeux pédagogiques tout à l'heure avec vous. Alexandre, c'est toi qui vas nous parler justement de cette reprise, puisque tu étais notamment à Prangin. Comment ça s'est passé? Bah oui, c'est vrai, j'étais à la première sortie des classes, justement sur les coups de midi ici à Prangin. Alors j'ai rencontré les parents et puis comme nous le disait Yves Froidevaux, c'est des réjouissances, alors des appréhensions un peu pour certains enfants, mais des réjouissances pour les parents, un peu de vacances, ça fait du bien. Voilà, regardez les parents à la sortie des classes à Prangin. Voilà, il est midi moins 5, la première sonnerie de la rentrée 2022-2023 vient de retentir ici à l'école primaire de Prangin. Alors on va s'approcher pour voir comment vivent les parents cette nouvelle rentrée avec leurs enfants. Voilà, on va essayer de les approcher. Bonjour mesdames, comment ça va cette nouvelle rentrée alors? Ça se passe bien. Oui? Ouais. Pas trop stressé? Moi non. Et les enfants? Non, ça allait. Ça allait? Ouais. Madame, et vous, vos enfants, comment ça se passe? Super, je l'attends. D'accord. Il y avait un peu d'appréhension pour cette nouvelle rentrée ou pas? Non? Tout le matériel est prêt? Oui. D'accord, super. Bon, alors on va vous souhaiter belle rentrée. Merci beaucoup. Alors voilà, on va aller voir d'autres parents là-bas. Bonjour monsieur, c'est pour Nyon Région Télévision. Comment ça se passe cette rentrée? C'est très bien. Oui. Voilà, votre fille est bien rentrée en classe ce matin. On peut demander des classes. Si ah bon, d'accord. Tu es en quelle classe? En 5e. Et alors ça va? Tu es contente avec ta maîtresse, les copains, copines? Oui. Bon bah super. Le matériel est prêt, il n'y avait pas trop de stress? Il n'y avait pas trop de stress. On était déjà organisés et tout. Ah bah magnifique. Parfait. Merci beaucoup. Belle rentrée. Voilà, on va se diriger. Bonjour, bonjour. Comment ça se passe cette rentrée? Ah bah très bien, merci. Ouais, les enfants sont bien rentrés? Oui, parfait, merci. Bon, très bien, pas trop de stress alors. Non, pas du tout. Salut Andrea. Bon, super. Alors, bonne rentrée, merci. Et on va se diriger là-bas. Je suis sûr que ces mesdames ont quelque chose à me dire. Bonjour, madame. Ah, il y a votre fille qui est là-bas. Bon, comment ça va cette rentrée, madame? Très bien. Oui. Très bien. Ouais, elle était un peu nerveuse, mais tout va bien. Ah, un peu nerveuse ce matin quand même. Ouais. Mais là, contente de retrouver les copines, j'imagine. Oui, je pense. Ouais. J'espère. Et pour vous aussi, ça fait un peu de vacances. Oui, ça va. Des vacances. Très bien, merci. Ouais, merci madame. Merci bonne journée, merci beaucoup. Et il y a d'autres mamans qui m'attendent ici. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Comment ça va cette rentrée? Très bien. Ouais, salut bonhomme, tu t'appelles comment? Isaac. Et ça va Isaac cette rentrée? T'es content de la classe que tu as? Oui. T'étais pas trop stressé ce matin? Non. Mais content de retrouver maman quand même? Oui. Ah bon, très bien. Et maman content de retrouver Isaac? Très content. Très bien. Merci beaucoup. Merci à Et vous. très bonne journée. Merci. Et voilà, madame, un petit mot pour Nyon Région Télévision. Comment ça va cette rentrée? Ça va. On avait la boule dans les ventres ce matin, mais ça va, ça Ah oui. va. On est Et les rassurés. enfants, comment ils vont? Bonjour, tu t'appelles comment? Chloé. D'accord, et toi? Axel. Et alors ça va cette rentrée? Ouais. Tu es content de la classe que tu as? Et toi, tu as des copines et des copains? Oui. Bon, très bien. Et là, c'est maman qui va aller préparer à manger? Oui.
Et maman, elle est contente oui. de retrouver les enfants? Oui, content de les retrouver, mais content aussi qu'ils soient à l'école pour avoir un petit peu plus de paix à la maison. De la paix à la maison toujours pour comme maman. ça. Ah bah, très bien. Merci beaucoup, madame. Bonne journée. Bon, bah voilà, Andrea, on va laisser les enfants retrouver leurs parents. Et puis ensuite, on retrouve le directeur de cette école primaire de Prangin qui me donnera sa version de sa rentrée 2022. À tout à l'heure. À tout à l'heure, Alexandre. Ouais, une seule maman qui a eu le courage de dire « ça y est, on retrouve la paix à la maison ». Bon, enfin, une courageuse. Vous l'aurez compris, c'est donc la reprise. 230 000 élèves ont fait leur rentrée dans les districts de Nyon et Morges. Cette année, il sera question de poursuivre la mise en place du projet d'école à visée inclusive nommé Concept 360 degrés. Froidevaux, on en parle avec vous. Une priorité pour la société pédagogique vaudoise. Pourquoi ? D'abord parce que ces enfants, ils sont là. Et donc le concept, il est plus pour dire la manière dont on veut prendre en charge ces enfants. Ouais, on va peut-être expliquer justement le concept pour ceux qui ne sont pas parents, peut-être aussi. C'est quoi l'école à visée inclusive ? Alors l'idée, c'est que le maximum d'enfants porteurs de handicap ou d'autres troubles puissent être dans les classes ordinaires et pas être dans des institutions spécialisées comme c'était beaucoup plus le cas avant. Et pour cela, il faut évidemment un accompagnement, des soutiens en classe, aux enseignants, aux élèves, pour que ça se passe le mieux possible. Oui, qu'est-ce que ça dit de la société, peut-être qu'aujourd'hui, ce soit une priorité, selon votre association, votre société pédagogique vaudoise ? Alors, je pense que c'est une très bonne chose, évidemment, d'inclure les enfants. Je crois que personne ne dira que c'est une mauvaise chose. Je pense que c'est important pour leur donner les meilleures chances pour la suite. Ce qui est important aussi pour nous, c'est vraiment les moyens pour accompagner ces enfants. Moyens aujourd'hui qui ne sont pas toujours existants. Et les retours du terrain, c'est vrai que c'est difficile. C'est une des premières préoccupations des enseignants, ce qu'on entend notamment des enfants, et des fois des enfants tout petits, qui ont des problèmes de comportement massifs. Alors quand on les voit, ils ont l'air tout mignons et tout choux, mais il y en a qui balancent des chaises dans la classe ou qui crachent sur leur maîtresse. Et ça, aujourd'hui, il n'y a pas de réponse par rapport à ce genre de situation, certes exceptionnelle, mais qui arrive quand même dans le canton. Ouais, c'est-à-dire que c'est des besoins spécifiques. J'imagine peut-être aussi une formation, un accompagnement des enseignants. Est-ce que ça, aujourd'hui, s'est mis en place ? Alors, il y a des enseignants spécialisés, des assistants d'intégration qui interviennent auprès des élèves dans les classes. Les enseignants ont des formations. Il y a bientôt tout un concept autour de l'autisme qui va être développé, notamment en termes de formation. Mais je pense qu'on a besoin d'autres ressources, et notamment quand on est seul face à une situation, d'avoir d'autres personnes qui aident à analyser la situation, trouver des solutions, c'est une bonne chose. Donc l'enseignant, il faut le former, mais il faut aussi l'accompagner, le mettre avec d'autres personnes qui ont des compétences spécifiques. Et on sait que cette rentrée, elle est aussi aujourd'hui symbolique, puisqu'il y a un nouveau ministre de la Formation, Frédéric Borloo, qui a remplacé Cézanne Amarelle. Le fait qu'aujourd'hui ce dossier soit repris par la droite, alors qu'avant il l'était de la gauche, est-ce que pour vous, ça vous inquiète ou pas ? Comment vous analysez tout ce changement et ce renouveau ou pas ? Alors, la bonne nouvelle, nous, on a demandé que des assises pour faire un vrai bilan de cette politique inclusive soient faites, non pas pour arrêter, mais pour peut-être trouver des ajustements nécessaires. Et je crois qu'en tout cas, dans sa communication, Frédéric Borloo a annoncé qu'il voulait faire un bilan, donc ce côté-là est évidemment intéressant. Derrière, il y aura une question de moyens, évidemment, des ressources complémentaires. Et là, on en saura plus quand le budget 2023 sera présenté à la presse et au Grand Conseil. Donc pour l'instant, on verra. Donc, vous ne l'avez pas encore rencontré ? C'est ce que vous Alors, on n'a pas encore rencontré Frédéric Borloo, et on n'a pas vu son budget non plus. D'accord, très bien. On attend son budget avec impatience, parce que c'est vrai que sur le communiqué, vous pointez notamment du doigt l'aspect financier, comme les syndicats, évidemment, et vous citez des diminutions des aspects financiers, des ressources financières. Justement, sachant qu'aujourd'hui, c'est la droite qui a repris ce dossier, est-ce que vous ne craignez pas qu'on serre encore un peu plus la ceinture ? Alors, évidemment, c'est un risque assez fort. D'un autre côté, si le conseiller d'État Borloo est convaincu, il a le Parlement avec lui. Donc ça permettra aussi de faire passer des moyens, pour autant évidemment que le département soit convaincu et qu'il convainque le Conseil d'État. Je pense qu'ensuite, ce sera peut-être plus simple si le Parlement le suit. Maintenant, voilà, pour l'instant, c'est un peu un mystère. Hein. On saura un petit peu plus dans quelques mois, savoir quelle est la politique budgétaire par rapport à l'école qui sera proposée. Oui, on a parlé notamment de cette école à visée inclusive, une priorité pour le SPV. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Il y a d'autres priorités, notamment sur des tracasseries administratives qui deviennent assez lourdes. Il faut bientôt avoir fait la HEG pour pouvoir enseigner.
Et puis il y a aussi pas mal de questions autour du numérique. Évidemment, c'est un sujet important, mais les parents se battent à la maison pour que leurs enfants ne soient pas tout le temps sur un écran. Et puis, on pense qu'il faut peut-être quand même réfléchir à ce qu'on fait à l'école avec le numérique et pas que les enfants soient encore devant un écran en classe toute la journée. Donc, voilà, on pense qu'il y a un bilan qui doit être fait avant qu'une généralisation plus large de l'enseignement du numérique dans les classes. Ouais, vous êtes donc plus sceptique que cette nouvelle politique qui arrive, puisqu'elle souhaite mettre en avant justement aujourd'hui le numérique. Donc, on peut comprendre que ça vous fait un peu peur. Peur, mais je ne pense pas. Hein. Les enseignants, je pense qu'ils sont capables de se former, d'utiliser de nouveaux outils. C'est plus par rapport aux élèves, vraiment. Et on voit comme parents, je sais pas, je pense qu'il y a d'autres parents ici, c'est la bagarre à la maison pour limiter les écrans. Et je pense que là-dessus, il faut vraiment quand même se poser des questions. Si à l'école, on doit avoir aussi beaucoup de temps d'écran ou pas, s'il y a d'autres stratégies. Sensibiliser les enfants au numérique, je pense que c'est bien. Leur permettre de réfléchir aux sources. Et on voit encore récemment qui montre que les réseaux sociaux, c'est le premier moyen de s'informer chez les jeunes. Je pense que je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur. Donc je pense qu'il y a des choses par rapport à ça à faire, évidemment. Mais je pense qu'il faut aussi limiter le temps d'écran à l'école. Et là-dessus, il faut faire un vrai bilan avec peut-être des pédiatres, avec d'autres intervenants pour y réfléchir sérieusement. Ouais, on va retourner du côté de Prangin, mais avant de donner la parole à Alexandre, j'aimerais savoir, Yves Froidevaux, justement par rapport à cette école à visée inclusive, vu qu'on s'intéresse aussi à cette région, à notre district de Nyon, est-ce qu'il y a peut-être des écoles qui sont aujourd'hui les bons modèles, les tout en haut de la liste? C'est toujours dur de donner les bons élèves et les mauvais, mais est-ce qu'il y en a aujourd'hui sur qui on pourrait s'inspirer du côté pédagogique? Je pense qu'il ne faut pas donner de bons points ou de mauvais points. Et en plus, chaque établissement doit développer son propre concept 360 et ils sont dans cette phase-là. Donc aujourd'hui, c'est difficile puisqu'ils sont chaque établissement est encore en réflexion, si possible de manière collaborative avec les enseignants et les autres intervenants. Donc aujourd'hui, voilà, on est encore dans une phase de construction d'un projet. Donc c'est vrai que difficile de vous dire les bons et les mauvais. Ouais, une bonne réponse vaudoise comme on les aime en demi-teinte. Yves Froidevaux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va retrouver Alexandre. Vous étiez où à l'école, vous, quand vous étiez petit? J'étais à Nyon. À Nyon, d'accord. Bon, on retourne à Prangin pour le coup avec toi, Alexandre. Très belle journée à vous, Yves Froidevaux. Au revoir. Oui, Andrea, je suis effectivement donc à Prangin. Alors, tu le vois dans une salle de classe avec le directeur de cette école primaire. Bonjour, Philippe Guillot. Bonjour. Alors, comment cette rentrée s'est-elle passée? Alors, je précise, vous dirigez les établissements Nyon-Jura, Prangin, donc à Nyon, en Cossy, et puis ici à Prangin. Comment ça se passe cette rentrée 2022? Très bien, on est très contents. La semaine passée, j'ai eu ma conférence des maîtres où j'ai retrouvé des collaboratrices et des collaborateurs enthousiastes, confiants, reposés. Donc ça, c'était vraiment très sympa de les retrouver. Ouais, la grande nouveauté, c'est pas de mesures Covid cette rentrée. Effectivement. À part les mesures d'usage, laver les mains, aérer les classes, c'est du bon sens. Et ça change beaucoup de choses pour vous en termes de logistique, j'imagine. Oui, alors en termes de logistique, effectivement, ça nous a allégé l'esprit, puis on peut se concentrer vraiment à fond sur la pédagogie, ce qui est notre cœur de métier. Donc on est plutôt contents. Ouais, il y a des nouveautés justement en termes de pédagogie dont vous parlez. Quelles sont les spécificités de cette rentrée 2022-2023? Je dirais la grande spécificité, c'est qu'on a un nouveau conseiller d'État, Frédéric Borloo. Donc voilà, ça c'est une des grandes nouveautés. On attend de voir ce que ça va amener. Ça a changé quelque chose pour cette rentrée ou pas? Pas particulièrement. On a eu notre conférence de rentrée des directeurs la semaine passée où il nous a affirmé sa profonde conviction dans l'école à visée inclusive. Il nous a parlé de la formation professionnelle aussi, du numérique, de l'école numérique. Voilà, c'est un peu les sujets qu'il a abordés, mais bon, il est tout frais, il est tout neuf. Il faut lui laisser un peu le temps d'atterrir et puis on verra après comment il veut mettre ça en œuvre avec nous dans notre école. Et pour vos établissements, c'est vrai qu'on parlait en plateau avec Yves Froidevaux d'inclusivité, de numérique aussi. Pour vos établissements, Nyon-Jura, Prangin, quelles sont les spécificités justement à ce niveau-là? Alors, en termes d'école à visée inclusive, le concept 360, nous, on avance dans notre concept d'établissement. On met un accent particulier cette année sur la formation des enseignants. On va essayer d'analyser quels sont leurs besoins en termes de formation pour bien répondre aux besoins des élèves. Et puis en termes de numérique, là c'est un petit peu différent parce qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect technique, qu'est-ce qu'on a à disposition, puis il y a l'aspect de la formation des enseignants. La formation, elle se fait en plusieurs étapes sur l'ensemble du canton. Dans mon établissement, on fera partie de la dernière vague de formation. Et puis les sites sont différemment équipés en fonction des possibilités qu'on a. Mais globalement, oui, il y a aussi un intérêt très marqué de la part des enseignants. Là aussi, je sens de l'intérêt. Puis l'enjeu, c'est de coordonner ces chantiers à l'interne. Mais il y a des directives justement qui vous sont données ou bien c'est un peu au bon vouloir des établissements? Globalement, en termes d'inclusivité, par exemple?
Alors, il y a le concept cantonal 360 qui répond en fait à un accord intercantonal qui lui dépend d'accords encore plus larges. Donc, quelque part, l'école à visée inclusive, on n'a pas le choix de ne pas la faire, on doit la faire. Après, la manière dont on la fait, c'est sûr qu'on a encore une certaine marge de manœuvre et puis on peut s'adapter en fonction des spécificités du lieu, des connaissances des enseignants. Mais par exemple, ici, à Prangin, on a quelque chose qui marche très bien, un partenariat avec la Fondation de Vernon, qui s'occupe des enfants atteints d'autisme, justement, qui a une salle de classe ici, et puis on arrive à faire des inclusions progressives en fonction du progrès des élèves. Ça fait plusieurs années qu'on fait ça, et ça marche très bien. Ouais. Et il y a aussi ce plan de formation autisme mis sur pied par le canton. Oui. Et puis ça, on se réjouit aussi de voir ce que ça va donner, même si ici, les maîtres, ils en connaissent déjà pas mal. Ouais. Mais là, on se réjouit de pouvoir approfondir ça et faire encore mieux notre travail. Bon, et avant de se quitter, cette école ici à Prangin, c'est combien de classes jusqu'à quel niveau? Alors là, on est ici sur ce site, c'est 3P à 8P, c'est 280 élèves. Il y a l'école enfantine de Prangin, qui est au Morette, 80 élèves à peu près. Donc voilà, on tourne sur un peu plus d'une vingtaine de classes. D'accord, un peu plus d'une vingtaine de classes. Bon, merci beaucoup Philippe Guillot. Je vous souhaite une excellente rentrée 2022. Et puis alors, Andrea, je vais te laisser avec du sport. On va ouvrir une page sport ensemble, puisque tu le sais peut-être, ce week-end, c'était l'événement avec le football et notamment 2 matchs. Alors, le Stade Nyonnais contre Servette, c'était les premiers matchs de Coupe Suisse. Alors, le Stade Nyonnais, on recevra l'entraîneur demain. Mais là, on va parler du match qui opposait le FC Gland à Lausanne Sport. Alors, match qui s'est malheureusement soldé sur un 4-0 pour Lausanne. Mais il y avait une belle ambiance à Gland. Regardez, puisque 2 enfants ont tourné des images pour nous avec un iPhone comme moi. Voilà, ils s'appellent donc Evan et Lino Panchard. Et puis on regarde leurs images tout de suite. Il y a déjà 2-0 pour Lausanne, alors fais-moi pas bouger Axel, s'il te plaît. Déçu du début du match, mais plus de mon côté en tant qu'entraîneur, mais fier des joueurs. Parce qu'eux, ils ont fait ce qu'on leur a demandé, ils se sont battus, ils ont tout donné. Et voilà, c'est un certain niveau, c'est une belle expérience, mais on n'a pas été ridicule, donc c'est quand même positif. Merci beaucoup à Lino et Evan pour ces images. On se réjouit qu'ils puissent rejoindre la rédaction de Nyon Région Télévision. On reste dans le sport, mais cette fois-ci dans le monde du hockey. Je vous le disais en titre, la patinoire de Morges restera inutilisable pendant toute la saison automne-hiver. Après une interruption en 2021, les problèmes du condenseur persistent. C'est donc une cause technique et on en parle aujourd'hui avec nos 2 invités, Jonathan Lussier et Daniel Blas. Je vous laisse me rejoindre en plateau. Venez seulement. Bienvenue, donc Daniel Blas, vous êtes le président du HC Nyon, Jonathan Lussier, vous êtes le directeur sportif du Star Forward. Et on sent, c'est un coup dur quand même pour cette reprise, Jonathan. Oui, alors directeur sportif du Star Forward, c'était à l'époque, je suis directeur sportif et coach du Forward Morges pour la première équipe, puisqu'on a réunifié en fait l'identité, juste une petite Vous faites bien de préciser, voilà. Merci pour cette reprise, tout est au clair, au tableau noir, c'est noté. Coup dur quand même. Oui, c'est un énorme coup de massue qu'on a reçu en début de semaine passée. Oui. Malheureusement, pour ma part, ce n'est pas une énorme surprise, parce que je connaissais un peu les problèmes qu'il y avait à ce niveau-là. Voilà quoi. Donc, on en avait un petit avant-goût la saison passée. Ça avait commencé la saison passée, on avait déjà dû décaler, annuler. On avait déjà eu une petite alerte la saison passée, clairement. Ouais, petite alerte, justement, qui dit petite alerte, on pourrait penser à un problème, mais problème résolu. Je suis moi-même surprise qu'aujourd'hui vous me disiez que vous n'êtes pas surpris que les choses se passent de la sorte.
Non, je suis pas forcément surpris dans la manière dont ça a été fait, puisque, comme Daniel l'a mentionné avant, c'est qu'on a eu un petit avant-goût l'année passée, puis ça se parle dans les corridors de la patinoire. Donc on a aussi accès à certaines informations. On a essayé de boucher un peu nos oreilles et puis regarder devant nous, mais finalement, la réalité nous a rattrapés. Et puis maintenant, on doit faire avec. Ouais. On peut lire dans la presse notamment qu'on parle d'une politique sportive de la bricole. C'est assez dur ou pas comme mot, Daniel Blas? Alors moi, je ne suis pas impliqué dans la vie politique de Morges, pour être honnête, mais c'est vrai que quand on voit qu'il y a eu un problème la saison passée, il y a eu des alertes, et qu'on voit que le même problème revient, on pourrait le penser. Mais je n'ai pas eu toutes les informations dont Joe a parlé. Donc c'est clair, c'est frustrant pour nous. C'est un terrible coup de massue. Tout le monde se réjouissait de la rentrée. On vient de parler de la rentrée des classes, mais la rentrée pour tous les enfants qui devaient retrouver la glace, et puis les joueurs, les jeunes et les moins jeunes. Donc c'est dur d'avoir cette nouvelle 2 semaines avant la reprise sur la glace de Morges, ça c'est clair. Ouais. À Morges, justement, qu'est-ce que ça veut dire pour le club, Jonathan? Ça veut dire d'énormes changements à faire, dans le sens qu'on doit, pour le mouvement junior, trouver des solutions d'entraînement et de match à l'extérieur, ce qui implique toute la logistique qui va autour, avec les parents, etc. Puis pour la première équipe aussi. Donc on doit aussi de toute manière s'entraîner tout le mois d'août pour préparer la saison. On est sur Yverdon, donc fondamentalement ça ne change pas grand-chose jusqu'à fin août, début septembre. Mais après, on a déjà dû regarder se pencher sur des solutions jusqu'à en tout cas fin octobre. Début novembre, alors on a trouvé quelques solutions, mais on doit aussi avoir une discussion assez franche et ouverte avec la commune, de savoir si réellement on n'aura pas de glace du tout durant l'année. Parce que c'est, comme Daniel l'a dit, c'est pas seulement un lieu sportif, c'est un lieu culturel, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu... C'est un lieu de vie, c'est un lieu de vie pour les enfants, nous on est juste le top de l'iceberg, l'équipe de hockey. Après il y a toutes les écoles, le mouvement junior, les gens qui viennent à la patinoire, donc c'est un vrai lieu de vie comme peut l'être un stade de foot ou un club de tennis. Ouais, alors forcément vous n'êtes pas au même niveau que ce soit Nyon ou Morges, mais est-ce que ça remet peut-être du côté de Morges le côté compétition? Est-ce qu'aujourd'hui ça le remet en cause? J'aimerais dire non, mais je pourrais me prononcer dans quelques semaines à ce niveau-là, parce que le focus est sur la préparation de la saison. Donc j'ai volontairement passé le message à mes joueurs de se focaliser sur ce qu'on pouvait contrôler. À l'heure actuelle, c'est la seule chose qu'on peut faire, c'est de se préparer au mieux pour préparer une saison. Donc après, je ne vais pas embarquer plus loin par rapport à ça. Ouais, Daniel Blas, les risques pour Nyon? Non, on est un plus petit consommateur de glace que nos amis de Star Forward. C'est clair que pour nous, ça remet en question la préparation un petit peu et on a besoin de moins de glace. Donc heureusement, avant, on était seulement à Morges et aujourd'hui, on a un pied un petit peu dans la Vaudoise Arena à Lausanne. Donc on a réussi à recaser certains de nos matchs. Pour l'instant, on cherche encore des glaces pour les entraînements. Donc c'est clair que ce n'est pas le scénario optimal. Donc on a 3 équipes en plus à faire patiner cet hiver. Donc on est en pleine crise pour trouver des glaces. Comme Joe, on en a parlé avant, on téléphone à la Vallée de Joux, à Valorbe, à Yverdon pour trouver des solutions. Donc la glace est une denrée rare dans la région. Ouais, Terre Sainte, on peut citer Terre Sainte, mais vous ne pouvez pas jouer à Terre Sainte puisqu'elle n'a pas aujourd'hui la taille nécessaire, ni même aujourd'hui, ni même demain. Donc du coup, pour demain, on regarde du côté de Gland. Est-ce que là, ça serait un espoir pour vous ? Oui, mais j'aimerais qu'on puisse aussi jouer dans nos murs, chez nous, à Morges. On est le Forward Morges. Et puis, au-delà de l'aspect, je dirais, logistique de trouver de la glace, c'est aussi un point qu'on doit mettre sur la table. C'est le financement de réserver de la glace à un coût. C'est énorme, dans le sens de réserver de la glace à Yverdon, peu importe, partout, de transporter les joueurs, que ce soit le mouvement junior, que ce soit la première équipe. Donc voilà, il faudra qu'on s'asseye à table avec la commune à ce niveau-là aussi pour trouver des solutions à moyen et à court terme. Oui, Daniel Bas, du côté du financement. Avant de revenir sur le financement, oui. C'est vrai que là c'est Morges, mais nous on est plutôt Nyon-Gland, donc on espère vraiment, on a envie d'y croire à cette patinoire de Gland qui, j'espère, qui est toujours dans les tiroirs quelque part, et on espère la voir se construire un de ces jours. Pour nous, ça résoudrait vraiment beaucoup de choses, et je pense qu'on pourrait accueillir plein d'autres équipes. Vu le besoin en glace qu'il y a dans la région, on ferait le plein assez rapidement.
Ouais, aujourd'hui, sachant que vous portez ces clubs, qu'on a l'habitude de vous voir, que vous avez aussi ces jeunes derrière vous, est-ce que vous pensez justement à venir taper du côté de Gland pour dire où en est finalement ce dossier dans les tiroirs? On gratte à la porte, on tape régulièrement pour savoir des informations et pour essayer de pousser. En tout cas, nous, on est là, on est prêts, on est dans les starting blocks depuis des années. Je pense que le rêve d'une patinoire dans la région, elle est là depuis 40-50 ans. Donc là, on a un projet qui est, je pense, réaliste, raisonnable, écologique, financièrement, je pense que le budget se tient. C'est pas à moi de dire qu'il faudra inviter les bonnes personnes, mais nous on est pour, ça c'est clair. Ouais, on saura qu'à inviter Gilles Davoine, notamment municipal en charge des sports du côté de Gland. On a entendu donc voilà des solutions que vous espérez trouver du côté de Morges. Jonathan Lussier, comment ça va se passer du côté du H-Seignon, Daniel Blas? Comme je le disais, on a même réfléchi à partager certaines glaces en début de saison. On s'était téléphoné, est-ce que tu as des glaces? Est-ce qu'on peut s'échanger des glaces? Et après, d'un coup, le coup près est tombé, il n'y a plus de glace du tout. Donc, on est en train de vraiment chercher des glaces. Et puis, je pense que ce qu'a dit Joe, c'est juste de se concentrer sur ce qu'on peut contrôler. Donc, la préparation physique, de s'entraîner hors glace. Et puis, dès qu'on aura de la glace, de l'optimiser autant que possible. Mais c'est encore tôt pour savoir. On a une réunion de crise de comité semaine prochaine pour discuter les solutions qu'on a trouvées pour trouver les heures de glace nécessaires pour les équipes seniors. Heureusement, la petite glace de Nyon, il n'y a pas de risque, a priori. Donc, on pourra accueillir nos enfants et nos patineuses artistiques dès octobre. Ouais, c'est vrai que la question se pose aussi avec ce réchauffement. Certains se posent la question de savoir s'il y aura glace ou pas, s'il y aura piscine ou pas. Jonathan Lussier, Daniel Blas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Excellente journée à vous. À très bientôt. Et puis on reprendra prochainement des nouvelles et on espère qu'elles seront bonnes. Très belle journée à vous. Au revoir. Merci beaucoup. Et en bref, après l'édition sous restriction de 2021 pour cause de pandémie, le Festival des sports aura lieu dans sa forme traditionnelle dimanche 28 août de 10h à 16h au centre sportif, au skatepark et à la piscine de Collovray. Du sport, on passe à la culture et retour sur la 38e édition du Phare. Le Festival des arts vivants tire un bilan réjouissant de sa 38e édition. Après quelques jours de festivités, on reçoit avec nous la présidente du Phare, Chloé Besse. Je vous en prie, venez avec nous, bienvenue. Rejoignez-moi sur ce plateau. Alors, la reprise après un festival, à quoi elle ressemble? Mais une reprise excellente. C'était déjà la deuxième édition après le Covid. Déjà l'année passée était une excellente reprise et cette année d'autant plus. Donc nous sommes grandement satisfaits. Ouais, comment vous résumez justement cette édition, cette 38e, avec aussi du renouveau puisqu'il y a eu ce changement de direction. Vous la résumez comment? Comme je vous ai dit, très enthousiasmante. C'est vrai, c'est une année un peu de transition et elle porte bien son nom d'ailleurs, Faire Connivence, où c'est une année un peu particulière. Véronique Ferrero de Lacoste, ancienne directrice, a fait une très très grande partie de la programmation, a passé la main à notre directrice actuelle, donc Anne-Christine Lisquet, qui a repris le flambeau aussi avec passion. Et du coup, voilà, une édition écrite à 4 mains avec une toute nouvelle équipe aussi qui a repris avec grâce et beaucoup d'enthousiasme. Et puis un public qui était présent, voilà, une toute nouvelle équipe aussi très dynamique. Donc nous sommes ravis. Ouais, on voit d'ailleurs les images de cette édition du samedi soir, je crois. On remercie le Phare pour ces images. Et ça m'a fait plaisir de voir sur le communiqué, il était écrit « Les organisatrices sont heureuses de constater, une fois de plus, la grande mixité ». On parle d'organisatrices, une équipe entièrement féminine, c'est ça? Mais c'est magnifique, une équipe brillante et féminine. Ouais, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui qu'un festival soit comme ça, porté par des couleurs et finalement par des femmes? Mais que les compétences sont aussi chez les femmes, et bien heureusement. Voilà, il n'y a rien à ajouter, je crois. En tant que présidente, justement, comment vous l'avez vécu? Parce qu'on le disait, c'est une reprise, il y a eu forcément le Covid, donc il y a eu l'année un petit peu différente de la manière de proposer le festival. Cette fois, le festival a repris comme d'habitude, on peut le dire. Mais comment vous l'avez vécu en tant que présidente? Et peut-être expliquez-nous quel est le rôle de la présidente dans le cadre du festival? Nous sommes un conseil de donc une fondation, nous sommes donc un conseil de fondation. Donc voilà, nous n'avons pas du tout, nous, les compétences artistiques. Nous avons des professionnels, donc une direction, une directrice avec tout entouré de professionnels qui, eux, ont les compétences. Donc il y a une totale délégation de compétences par rapport au choix artistique, par rapport à l'entière organisation du festival. Et voilà, nous nous réunissons, nous, le conseil de fondation,
pour nous voir, pour parler surtout plus l'aspect recherche de fonds, plus la stratégie du festival, mais ensuite vraiment par rapport aux compétences artistiques, ça c'est la direction et son équipe qui organise l'entier du festival, bien heureusement. Je rigole, mais parce que ça a l'air très sérieux comme ça, mais Chloé Besse, très franchement, durant le festival, en tant que présidente, on boit des coups et on discute avec tout le monde. Et on discute avec tout le monde et on va voir les spectacles. Ouais. On va voir les spectacles justement. Qu'est-ce que vous avez vu durant cette édition? Peut-être que je vais vous parler de deux propositions qui sont complètement différentes l'une de l'autre. Une proposition qui s'est passée à Saint-Cergue. Donc vous savez que le festival s'insère vraiment au niveau régional. D'ailleurs, on est soutenu par la région. Une proposition qui s'appelle Avec l'animal, qui s'est déroulée sur un haut plateau de Saint-Cergue. Qui était joué par deux protagonistes, le haut plateau de Saint-Cergue avec une vue sur le lac, je vois ici parce que vous avez une magnifique vue sur le lac aussi, sur le plateau. Ça se passait au coucher du soleil, lever de la lune, c'était la pleine lune en plus. Il paraît que vous avez mangé de la soupe. Est-ce qu'elle était bonne? Elle était extrêmement bonne. Et la soupe, c'est concocté pendant le spectacle. Les deux protagonistes parlaient de leur rapport être humain, animal, le rapport à la nature, le changement du paysage, etc. C'était un grand moment de poésie, en plus avec le paysage qu'on avait devant nous. Donc voilà, c'était une proposition de Massimo Furlan et Claire de Ribaud-Pierre, qui sont très connus au niveau roman, voire suisse. Et puis une autre proposition, alors complètement différente, beaucoup plus légère, drôle, qui s'appelait Autostop, qui était dans la cour des marchandises, où c'était une comédienne qui retraçait ses expériences d'autostoppeuse. Et voilà ce qu'elle avait pu vivre dans les échanges avec des personnes qui l'avaient prise sur la route. Et ça m'a fait remémorer aussi des expériences que j'avais eues plus jeune quand je faisais de l'autostop. Vraiment très sympa. Ouais, ça ressemble à quoi quand Chloé Besse fait de l'autostop? C'est quoi son anecdote? Vous me tendez la perche, là, je suis obligée. C'était quand j'étais bien plus jeune. J'habitais un petit village dans le canton de Fribourg. Et c'était souvent un moyen de transport que j'utilisais. Enfin voilà, j'ai pas eu une expérience comme ça, mais ça arrive bien souvent de tomber sur des personnes sympas, voire moins sympas. Mais peut-être hors plateau, je vous en raconterai. Très bien. Bon, peut-être qu'il faudra encore s'entraîner un petit peu, Chloé Besse, pour devenir artiste au phare. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Et à très bientôt. Pour aujourd'hui, c'est terminé. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.